Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, je suis avec Charles Boissonneau de la distillerie Menot à Charlevoix. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut Charles! Salut Pat, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Fait que toi, t'es un petit gars de l'Estrie. Yes, born and raised. Puis de Sherbrooke, plus précisément, c'est ça? Exactement, oui. J'ai grandi... je suis né à Sherbrooke, j'ai grandi à Sherbrooke. Puis là, ben, j'ai déménagé à Montréal pour finalement faire du temps partiel et voyager beaucoup entre Montréal et Charlevoix présentement. OK. Fait que t'es encore à Montréal? T'as un pied à terre à Montréal? Ouais, ben, mettons, pour entrer dans le vif du sujet, là, après avoir fait mes études à Sherbrooke, j'ai déménagé à Montréal parce que à ce moment-là, j'avais d'autres plans. Puis je voyais que, en fait, mon domaine, c'est communication marketing. Fait que j'avais plus d'ambition à Montréal. Puis mon but, en fait, de vie, ça a toujours été de partir d'une distillerie. Fait que là, quand j'ai rencontré le copain, en fait, l'oncle de ma copine, qui est originaire de Charlevoix, ben là, on a parti le projet de la distillerie beaucoup plus vite que je pensais. Donc là, au final, j'habite encore à Montréal, mais je fais souvent le voyage entre Montréal et Charlevoix. Puis ben, mon poste en communication marketing me permet de voyager autant. Tu sais. Et c'est pas un secret, là, c'est pas évident. Partir une distillerie, c'est cher. Le temps que ça décolle, puis souvent, c'est pas du 40 heures semaine. Tu fais des batchs, puis dépendamment des commandes de la SAQ, puis tout. Mais ça se peut qu'elle était un petit peu plus mort. Fait que oui, souvent, ça te prend un autre job pour réussir à arriver au début. Là. Mon histoire est un peu différente des autres. Fait que, on a commencé tout ce qui est le plan d'affaires de la distillerie, puis le projet, puis le montage financement quand je terminais mon bac. Parce que cette année, j'ai 26, je vais sur mes 27. Fait que on commençait la distillerie ou l'idée qu'on voulait se faire de la distillerie quand je terminais mon bac. Ensuite de ça, on a continué, puis on a parti la distillerie quand je terminais ma première maîtrise. Puis on commençait nos premières ventes quand je terminais ma deuxième maîtrise. Fait qu'à la place de travailler, moi, ce que je faisais, c'est que je m'endettais en faisant des études. Puis, à partir du moment où, j'avais mes études à temps plein, à 40 heures semaine, bien, je faisais peut-être du 30 heures sur la distillerie pour développer l'image, le marketing, le branding, l'emballage, toutes ces affaires-là. C'est plus mon background. On ne se le cachera pas, là, tout entrepreneur qui veut vraiment, bien, c'est ça, il ne compte pas les heures, puis il sait que peu importe qu'est-ce qu'il met là, oui, il s'endette, il creuse, puis c'est plus compliqué, mais c'est parce qu'il y a une vision à long terme qui se met, puis tu vois ton plan qui s'en vient. Fait que là, tout de suite, c'est pas grave si tu mets beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'à un moment donné, tu vas bien en vivre, puis tu vas triper avec tes produits. Tu as tout compris. Puis on tripe déjà. Fait que, on a mis gros du temps, on a mis gros l'argent, mais on tripe tellement que ces deux années-là qui sont déjà derrière nous, ben on les voyait comme un investissement. Fait que, non. C'est le fun. Ouais, puis tu sors grandi de là, tu sais que si jamais tu as besoin de t'investir 70-80 heures par semaine dans ta business, un moment donné, tu es capable encore, tu l'as vécu. Ou oui. Si un jour tu as des enfants, tu vas savoir que c'est possible. Ah, ça, je suis pas sûr, mais ouais. On va voir. On travaille sur d'autres projets en même temps. Fait que... Donc, tu avais un rêve de partir d'une distillerie. Ouais. Ça t'est venu comment, ce rêve-là? À quel âge à peu près? Puis comment ça a commencé? Ça a commencé probablement trop jeune. Parce que le premier cadeau que ma soeur m'a donné juste avant de tomber majeur pour pouvoir boire de l'alcool, c'était une bouteille de whisky. Fait que j'ai commencé en buvant du whisky. Puis la première bouteille qu'elle m'a achetée, c'était une bouteille de Laphroaig Quarter Cask, qui est probablement comme le pire whisky pour commencer. Ouais. Fait qu'à partir de là, je me suis brûlé quand même pas pire les papilles. Puis ça a comme juste eu un intérêt à partir de ce moment-là sur les distilleries en général, principalement sur le whisky. Puis j'ai voyagé en Écosse, puis même en Italie pour visiter les distilleries. L'Italie, c'est un peu awkward parce qu'il n'y a pas tant de distilleries. Là. Mais c'est parti comme ça. Là. Alors j'ai peut-être 17 ans, 17-18 ans. Puis c'est un peu comme ça que tu t'es
décidé de faire du grain à la bouteille? C'est que, tu sais, tant qu'à partir, tu tripais whisky, tu t'es dit, on va faire notre bière, parce que oui, tu as une brasserie qui va avec tout ça. Ouais. L'idée de faire du grain à bouteille, c'était à la limite naïf de notre part. On trouvait ça tellement beau de faire du grain à bouteille, puis on trouvait ça encore plus beau de faire du grain à bouteille en prenant les grains des low-coudes. Puis pour nous, c'était comme la plus belle histoire, puis c'était juste nécessaire de faire ça, tu sais. Puis quand on a commencé à travailler le grain, puis développer la recette, puis faire le brassage, la fermentation, puis les premières distillations, on s'est rendu compte dans qu'on s'embarquait, puis là, c'était pas un regret, mais tu te rends à te dire, tabarouette, comme l'effort, est-ce qu'à un certain point, il vaut la peine, tu sais. Puis c'est dès qu'on a commencé à goûter les premiers distillats à 95-96% que tu comprends pourquoi tu fais ça au final. Là, ça goûte tellement bon. C'est une autre game comparativement à ce que tu goûtes de manière commerciale, tu sais. Fait que là, on comprenait, puis tu sais, on n'avait jamais vraiment, tu sais, oui, tu visites d'autres distilleries, puis ils te le disent, mais c'est tant que tu l'expérimentes pas, ben tu vois pas c'est quoi la différence, là. Mais quand tu commences à goûter ton alcool à 95%, ça te brûle, puis qu'après ça, tu te rends compte que ça goûte super bon. Mais tu te dis, OK, finalement, il y avait peut-être une raison pourquoi tu as fait ça, puis pourquoi les autres personnes le font. C'est parce que, tu sais, l'alcool à 95, tu t'achètes ailleurs, mais tu n'as pas le contrôle sur ce que tu vas goûter, ou ce que tu produis, ou les goûts que tu génères. Alors que là, on peut tout contrôler, tu sais. Puis, c'est complètement autre chose. Puis, mais tu sais, juste la vodka, personnellement, c'est mon produit préféré. Pour essayer de faire un suivi, là, là, tu travailles à Montréal. Ouais. Ta blonde, elle vient de Charlevoix. Ouais. Fait que là, c'est ça, avec son oncle, peut-être? Oui, exactement. Dans la distillerie, on est 4 fondateurs. Ils viennent tous de Charlevoix, puis on un peu moins que le double de mon âge, vous comprendrez. Hein? Tu comprendras. On dirait que je parlais aux internautes. Genre. Puis, en fait, il y a Martin, il y a Enrico, il y a Grégoire. Martin, c'est le maître initiateur. Son histoire à Martin, en fait, c'est que c'est un ancien artiste sculpteur qui continue à faire un peu de sculpture, mais qui a plus divergé vers la distillation. Puis qui est responsable de la création du gin, de la vodka, puis des nouveaux produits qu'on va sûrement parler tantôt. Puis également Enrico qui agit plus à titre de président. C'est vraiment la personne à la tête de l'entreprise là, qui lui qui s'assure que tout fonctionne bien. Il y a moi qui gère plus tout ce qui est communication marketing au sens large, là, de ce que ça veut dire. Là. Puis il y a Grégoire qui est plus on fait un peu de RH, mais qui est un peu plus passif. Là. Puis là, les trois autres, ils viennent de Charlevoix. Ouais. Mais y avait-tu déjà un terrain? Y avait-tu déjà la place pour? Ou vous avez fait bâtir pour la distillerie? Enrico est propriétaire d'une compagnie de génie conseil et d'entrepreneur général. Puis il a fait l'achat d'une ancienne bâtisse de Bell Canada. Ça doit faire 3 ans. Puis on dirait que ça a juste comme bien à donner parce que l'achat de la bâtisse, quelques mois plus tard, concordait avec le fait que ça devienne la distillerie. Fait que cette bâtisse-là, bon, justement, il y avait anciennement Bell Canada, mais ça avait été changé dans un... en fait, il y avait les bureaux de la MRC de Clermont ici avant. Puis c'était également un endroit où ils partaient des entreprises. En fait, puis à la limite, c'était plein d'entrepôts. Fait qu'on a acheté ça en ne sachant pas trop qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Puis finalement, on pensait qu'on allait avoir trop de place. Puis on manque déjà de place. Là. Fait que c'est ça. C'est ça, 11 000 pieds carrés là, quand même. Puis après 2 ans d'activité, on manque de place. On est vraiment content de ça. Mais triste en même temps. Ouais. Puis y a-tu du terrain un peu pour rebâtir, agrandir un peu autour? Ou, c'est pas nos intentions. Là. On veut plus optimiser l'espace. Okay. Fait que première étape, plan d'affaires, puis tout, vous trouvez vos choses. Là, pour partir, le temps d'avoir les permis, puis tout, vous avez quand même tout de suite commencé à brasser. Côté bière, il est arrivé après ou avant? En fait, on a fait la portion bière comme en brasserie pilote. Puis on a voulu faire ça surtout pour développer nos premières bières. Parce qu'on savait que la première phase, c'était de développer l'imposante distillerie. Puis ensuite de ça, on ne voulait pas tout de suite dépenser pour faire la brasserie. On voulait surtout trouver comme c'était quoi notre créneau, quel genre de bière on voulait faire. Fait que là, on a investi sur la brasserie pilote, qui est un petit système de 1 BBL, c'est 170 litres. Je me souviens bien. En tout cas, elle ne m'a pas regardé, fait que j'imagine que c'est ça.
Puis justement, ce système de bière-là, on l'a acquis il y a 2 ans, puis on brassait constamment avec ça. Fait qu'on avait quelques bières sur place qui étaient disponibles, mais on n'arrivait pas à subvenir à la demande, vraiment pas. C'est vraiment trop petit comme système. Puis là, le nouveau système, on l'a reçu en mai, puis ça fait partie de la deuxième phase de la brasserie. Parce qu'on a toujours considéré la brasserie de la distillerie comme un peu un complémentaire, là. Puis une manière qu'on puisse faire éventuellement un genre d'économie circulaire, là, qui n'est pas vraiment ça, là, mais plus dans le sens où les barriques où on allait mettre la bière ou faire vieillir la bière, on allait pouvoir éventuellement mettre notre whisky dedans. Et vice-versa, la bière qu'on allait pouvoir faire vieillir, ça va être dans nos prochains barils de whisky. Même chose avec des barils dans lesquels il y a eu la bière sûre où on pourrait faire vieillir à la limite certains spiritueux nichés. Fait qu'on a toujours ça comme plan, puis c'est ça qu'on veut faire éventuellement. Puis c'était ça un peu l'idée de faire cohabiter une distillerie et une brasserie ensemble. On voit pas beaucoup ça. Là. Je pense qu'il y en a peut-être 2, 3 au Québec en ce moment, dont Beauregard puis Hochelag. Mais ça fonctionne super bien. Cool. Puis, premier produit, vous avez sorti pas mal en même temps, je pense, vos deux produits. Oui. En fait, la vodka était prête avant. Ouais. Pour diverses raisons, d'être entrée sur les tablettes à temps. Ça fait en sorte que le gin et la vodka sont entrés sensiblement au même moment, qui était au début de l'été dernier, si je ne me trompe pas. Quelque chose du genre. Ça fait un peu plus qu'1 an qu'on a ces tablettes, puis on travaille justement sur des nouveaux produits. Là. On en revenait tantôt. Ouais. Puis, est-ce que vous partez... Votre base pour le gin, c'est la vodka telle quelle ou vous avez une deuxième recette de distillation pour votre base de gin? Oui, bien, on part de la même base pour tous les spiritueux. Fait qu'on part de la même base d'alcool neutre qui est produit à partir de blé de seigle. Fait qu'on prend 75% de blé, 25% seigle qui viennent entièrement des low-coudes. On va les brasser, les fermenter, les distiller pour arriver à environ 95%, dépendamment du produit qu'on veut faire. Cet alcool de neutre-là, de base, bien, pour la vodka, on va seulement la diminuer en taux d'alcool puis la filtrer légèrement. Pour le gin, on va le diminuer en alcool, on va le redistiller avec macération puis infusion de botanique. Là. On travaille toujours avec la même base. C'est ça un peu selon moi, qui nous rend distincts, c'est que il y a une personne on pourrait donner exactement la recette qu'on a de notre gin à quelqu'un qui l'essaye avec un alcool neutre différent, puis ça ne goûterait pas pantoute la même chose. T'sais. Puis, en fait, on l'a essayé pour être sûr. Ça ne goûte pas pantoute la même chose. Fait que, on met beaucoup... C'est comme un peu le Holy Grail, là, notre alcool neutre. C'est avec ça qu'on fait tous les spiritueux. Puis c'est ça qui donne, selon nous, une rondeur ou une distinction aux différents spiritueux qu'on a. Là. Puis, tous tes aromates pour ton gin, c'est tout cueilli dans le coin. Là. Ça vient tout de Charlevoix? Non, la baie de Genève vient pas de Charlevoix. Non, on travaille actuellement, le gin, on dit 99% charlevoisien, ou québécois plutôt, je veux dire, là, parce que tous les grains viennent de Charlevoix, la majorité des botaniques viennent de Charlevoix, mais certains d'entre elles viennent du Saguenay ou bien de Gaspésie. Puis la seule botanique qui vient pas du Québec, ben, c'est la baie de Genève. Fait que on l'a fait ça en sachant très bien que c'est parce que la réalité d'avoir de la baie de Genève au Québec, ou du moins dans la région de Charlevoix en plus c'est juste inconcevable en ce moment. Là. Surtout avec les quantités de production qu'on fait. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on a voulu faire, puis qu'on travaille là-dessus depuis longtemps, c'est de faire un gin qui était 100% charlevoisien, qui était vraiment propre à une région, autant pour son alcool neutre que pour ses botaniques. Fait que ce produit-là devrait sortir sous peu, en début 2021. Donc le premier... ouais. On ne va pas trop en parler parce qu'on ne veut pas trop voler la vedette, là, mais oui, il va y avoir un gin qui va être 100% local, 100% charlevoisien bientôt. Là. Oh, ça promet. Ouais, déjà, vos deux produits qui sont hot, là. Puis il est totalement différent. Sincèrement, on est vraiment fiers de ce produit-là. Là, puis on ne pensait pas qu'il allait être si différent de notre gin, mais finalement, c'est complètement à part. C'est plus fruité. C'est très distinct. À voir. Est-ce que vous avez déjà du whisky qui est en train de vieillir? Oui, on a commencé notre production de whisky. On a commencé notre production de whisky il y a 2 mois. Puis on a commencé en achetant des barriques qui venaient de Eight Oak Distillery en Pennsylvanie, je ne me trompe pas, aux States, qui est une distillerie aussi qui fait son bourbon du champ à la bouteille.
Puis, malheureusement, leur production n'est pas assez grosse. Fait que là, on a acheté d'autres barils de Bourbon qui viennent de Williams. Je ne sais plus du nom exactement. Sarah pourrait nous aider. Mais non, Sarah a fait un travail exceptionnel pendant la dernière année et demie pour développer le whisky. Puis surtout développer un whisky qui était entièrement charlevoisien aussi. T'sais. Fait que toute l'orge qui est utilisée pour produire le whisky provient des Low-Coudes. On n'avait comme pas le choix de faire ça. Donc, on récolte l'orge sur les Low-Coudes, on le fait malter dans une malterie qui est dans le démarrage tout près de Québec. Bon, dans le démarrage, c'est quand même assez grosse déjà. Puis, on le rapporte à la distillerie, puis bon, on l'utilise pour faire le brassage, puis la fermentation, puis la distillation. Puis, on fait des tests déjà là, pour essayer de... Parce qu'en fait, sur les Low-Coudes, il y a une tourbière qui est exploitée pendant un bon nombre d'années. Puis, bon, on fait des tests avec cette tourbe-là également là, pour voir c'est quoi les résultats sur le grain une fois malté avec. Là. Ça va être super intéressant. Fait que là, on se met une note dans 34 mois. On va pouvoir peut-être avoir un début de whisky chez vous. Ouais, ben, étant donné que c'est une méthode traditionnelle, on est plus vers les 5-7 ans. Ouais, c'est ça. Mais on va pouvoir... mettons un petit lot ouais. juste pour... Juste pour que toi, tu puisses y goûter, mettons. Juste okay. ça. Juste mais... c'est bon, ça. Mais non, on vise... Pour être bien franc, on vise de 7 ans. Si on est capable de le faire, on serait vraiment content. Sinon, on verra ce qui se passe. Là. Mais 7 ans, c'est la date qu'on veut avoir sur nos whiskies. C'est là qu'on voit le potentiel. Je suis sûr que tu vas te rendre peut-être sûrement des 12 puis des plus que ça. T'as tout compris. Mais ça, c'est sûr. Puis ce qui est le fun, c'est de partir à ton âge à toi. Tu vas pouvoir goûter tes produits quand même assez vieux. Là. Exact. Avoir parti une distillerie à 60 ans, mais tu n'aurais peut-être pas pu goûter tes 20 quelques années. Ou, Oui, moi, tout ce que je dis à la blague à chaque fois, c'est que les gars avec qui je suis partenaire, ben, eux ont parti un projet de retraite, mais moi, c'est plus un projet de vie. C'est ça. Puis là, tu nous arrives avec 2 liqueurs bientôt. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, 2 produits aussi totalement charlevoisiens. Fait que la première liqueur, c'est une liqueur de gin à la Camerise. Donc, on produit un gin, on vient... Parce qu'en fait, on n'a pas trop parlé des produits, là, mais mettons, le gin, ce qu'on fait, c'est qu'on vient le passer à la salicorne. C'est-à-dire qu'on vient de filtrer la salicorne, on prend la salicorne de l'île aux coudres, on la broie, on vient de passer notre gin à travers, puis ça fait en sorte que le gin prend seulement le sel et non les tanins de la salicorne. Ça crée vraiment une rondeur en bouche du gin qu'on connaît. On a fait un test en mettant encore plus de salicorne pour voir ce que ça allait donner. C'était super salé, vraiment, vraiment trop. Mais Martin, ce qu'il avait en tête, c'était de couper ce sel-là avec le jus de la Camerise. Parce qu'on a commencé à travailler avec la Camerise au début de l'été en produisant une bière sûre à la Camerise qui vient de la ferme Bérère. Puis, on voulait utiliser également cette Camerise-là pour les spiritueux. Donc là, on prend le gin, justement, qui est plus salé qu'à l'habitude. On ajoute le jus de Camerise pour casser ce goût salé-là pour un équilibre. Puis, on vient macérer les Camerises, on vient presser les Camerises macérées pour resserrer le jus. Puis ensuite de ça donne la liqueur qu'on diminue en taux d'alcool et qu'on ajoute du sucre. Là. Mais c'est super intéressant. On pense vraiment que c'est un produit intéressant par ses goûts c'est vraiment plus boréal, je dirais, comme goût. Là. On dirait que les caractères forestiers sortent encore plus du gin avec cette manière de le traiter comme ça. Là. C'est vraiment cool. Puis, ça, c'est pour la liqueur de gin à la Camerise. Puis, pour le deuxième produit, c'est une liqueur de rhubarbe et de bébé gingembre. Donc, cette fois-ci, on va prendre la rhubarbe des Jardins du Centre aux éboulements. On va également ajouter le bébé gingembre qui vient de la ferme de Port-au-Percy, la ferme des 4 ans de Port-au-Percy. Puis, on va ajouter ces 2 éléments-là en macération dans l'alcool neutre. On va, en fait, c'est la vodka à la base. Puis, on va ajouter ça en macération. Ensuite, ça, on va presser la rhubarbe et le gingembre pour essayer de leur saveur. Puis, le jus se serait imprégné pendant la macération. Ça va donner le produit de base. T'sais. Puis, ensuite, ça, on va le sucrer et diminuer en taux d'alcool. Mais c'est très cool comme liqueur, sincèrement. Là. On est vraiment content. Et puis, ça va être en vente à SAQ ou juste chez vous? On espère, ou du moins on commence la vente le 16 décembre. Là, on va être trop tard là, pour la vidéo. Là,
je vais commencer, mettons. Mais on va commencer à vendre à la SAC probablement en janvier. On a certains problèmes d'approvisionnement des bouteilles qui vont entrer dans ces spiritueux-là. Je pense que la majorité des gens, même toi, tu as vu que les bouteilles étaient transparentes comparativement aux bouteilles qui sont normalement vertes. Ces bouteilles-là, ils vont arriver à temps. Ils vont faire en sorte qu'il va y avoir un petit décalage, mais on espère que ces produits-là vont être disponibles fin janvier sur les tables de la SAC. On va faire une petite parenthèse sur tes bouteilles. Contenons l'histoire de votre bouteille. Oui, on avait comme idée de partir une bouteille de A à Z, juste pour avoir vraiment une image qui était propre à nous. Puis, on ne savait pas trop comment le faire. On savait, il n'y avait personne qui l'avait fait vraiment au Québec encore. Fait qu'on on a approché différents fournisseurs, on s'est rendu compte que c'était possible, c'était réaliste. Puis que dans les délais qu'on avait, dans le budget qu'on avait, ça se faisait aussi. C'est un travail qui a pris environ 1 an et demi, juste pour développer la bouteille de gin et de vodka. Puis l'objectif, c'est de donner un peu l'image de Menot. Parce qu'on n'en a pas parlé tant que ça de l'histoire de Menot, mais en fait, la ville où on est présentement s'appelle Clermont, qui est dans Charlevoix, à côté de Malbaie. Puis la ville de Clermont a été fondée par un curé fondateur qui s'appelle Félix-Antoine Savard. Puis ce curé-là a également écrit un roman qui s'appelle Menot, maître draveur, dont les gens de mon âge connaissent moins, là, mais les gens plus dans la soixantaine, je dirais, vont connaître parce qu'ils l'ont étudié à l'école. C'est un livre qui a été écrit en 1937 qui parle de l'arrivée des Anglais dans le territoire principalement charlevoisien. Puis la population locale qui fait rien face aux Anglais commence à prendre les richesses locales, commence à acheter les terres, entre autres, et également les commerces. Il y avait Menot, maître draveur, qui faisait la drave, mais qui voyait qu'il y avait une appropriation des richesses qui se faisaient par d'autres personnes qui venaient d'extérieur. Okay. Donc là, il disait à la population, faites attention, ça n'a aucun sens qu'on soit dépourvu de nos biens comme ça, puis vous laisser faire ça. Donc toute cette histoire de ce roman-là, on a voulu le prendre, puis on a voulu enlever tout l'aspect politique de cette histoire-là, puis juste dire, ou essayer de dire aux gens, hey, regardez qu'est-ce qu'on a sur le territoire de Charlevoix, on peut tout faire ce qu'on a besoin pour produire des spiritueux puis des bières qui sont de qualité. Fait que c'est parti comme ça. Puis en développant les bouteilles, l'objectif, c'est de représenter à la fois cette histoire-là, mais également de représenter Charlevoix. Donc, tu sais, le verre de la bouteille, le caractère massif de la bouteille qui est pratiquement difficile à prendre avec une main, qui est trop petite. Le bois qui en fait du frein, qui vient visser le bouchon sur le dessus, qui est assez contradictoire avec la bouteille qui est très moderne. Fait que ça a été très, très long, mais on est vraiment content. Puis même si tu regardes en dessous de la bouteille, il y a une phrase, en fait, dans une bouteille. La phrase de la bouteille de gin est différente de la phrase de la bouteille de vodka. Puis les deux sont inspirés du roman qui est de Menot, maître draveur. Ça, c'est un secret. Il faut acheter une bouteille pour savoir c'est quoi les phrases en dessous. Tu ne les diras pas, hein? Ça fait le plaisir. C'est pas nécessairement pour l'acheter. Pas le choix. C'est pas la SAC, regardez, là, mais comme c'est vraiment plus le fun si tu l'achètes. Mais déjà, il faut demander à votre sac de commander du Menot pour pouvoir lire en dessous c'est quoi. Ça, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Mais oui. Moi, j'ai tout le temps aimé les histoires comme ça, là, que ça part d'un roman, mais avec un fond de vérité. Puis après ça, vous bâtissez autour de ça. Moi, j'ai tout le temps trippé avec Fred Pellerin, des choses comme ça. Là, que l'histoire est sacrée, puis vous allez chercher des valeurs à travers ça. C'est de protéger vos richesses de votre coin, puis de les mettre en valeur en plus. Puis c'est vraiment cool ce que vous faites, là. Ah, merci, super apprécié. C'est assez difficile, mais c'est le fun. Explique-nous donc les aromates qui sont dans le Menot, et puis votre espèce de filtration à la fin, là, rentre un petit peu plus dans les détails de c'est quoi cette affaire-là, les sels de licorne. Les larmes, oui. Le gin a été conçu avec comme on dit tantôt, la base, la même base que la vodka, qui est l'alcool neutre, notre alcool neutre. On va travailler le gin de 3 techniques différentes. La première, c'est en macération, ou directement dans l'alambic, on va mettre les baies de genève et la coriandre. Ensuite de ça, la deuxième méthode, c'est à travailler on va dire en infusion, là,
où la majorité des botaniques sont dans le gin basket. Puis l'objectif de notre gin, en fait, c'est d'en faire un qui était très subtil, complexe. Il n'y avait pas nécessairement un arôme qui est plus intense que les autres. C'est vraiment d'avoir une complexité, puis autant complexité en début de bouche que quand ça fait une demi-heure que ton verre est là. T'sais. Le gin change beaucoup à travers le temps, puis le but, c'est de travailler avec ça qu'on voulait. Donc, on a travaillé principalement en infusion. Dans ce gin basket-là, il y a autant des racines que des herbes, que des petits fruits. La liste complète est directement sur le site web de Menno, en fait. Mais on travaille beaucoup avec la fleur ambrée, on travaille avec le carry sauvage, on travaille avec les baumiers. Mais même qu'on est super... Puis je fais une petite parenthèse, c'est que justement, comme je disais tantôt, le but en donnant nos ingrédients aux gens, c'est qu'ils puissent comprendre que oui, tu peux essayer de reproduire ce produit-là, mais sans l'alcool neutre, mais tu viens d'enlever 40% de ton produit. T'sais. Fait que si ton gin est à... Quand je dis ça, c'est parce que le gin est peut-être à 42%. Donc oui, tu as peut-être les botaniques pour faire ton produit, mais s'il te manque 42% du produit qui est l'alcool neutre, ben, au final, probablement que la résultante ne sera pas la même. T'sais. Bref, ferme ça de la parenthèse. Ensuite de ça, la troisième technique pour le gin, c'est de travailler avec la filtration à la salicorne. Donc, on récolte la salicorne qui est sur les low coudes, sur les berges de low coudes. Puis, on vient tailler cette salicorne-là. Pour les gens, ça ressemble à une petite asperge des mers. C'est super salé, c'est très vert. Les gens, ils mangent ça dans des salades. À la limite, tu peux les faire poêler, c'est super bon. Puis, c'est ça, on vient de broyer, puis on vient juste passer le gin à travers la salicorne pour en retirer le sel naturel qui se trouve dans cette plante-là. Puis, en fait, quand on a développé cette recette-là, on pensait pas que ça allait avoir autant d'influence que ça. Mais c'est fou à quel point le fait de juste le passer dans la salicorne puis d'extraire justement ce petit côté salin-là, ça ajoute une rondeur au gin qui est folle. Tu sais. Ces trois méthodes-là qu'on utilise pour le gin, ensuite de ça, on va le laisser relaxer en queue, on va dire, pour vraiment qu'il développe sa personnalité. Puis par la suite, on va l'embouteiller. Là. Donc, non, c'est un bon produit. Mais ça, c'était une de mes prochaines questions, c'est que si tu goûtes le gin avant de le passer dans sa licorne, puis tu le regoutes tout de suite après, est-ce que le gros, il est fait ou c'est plus après, là, s'il faut que tu le laisses vieillir un peu en cuve pour que la job de sa licorne se fasse? Tu vois déjà une différence entre les deux dès que tu passes à travers. Fait que tu n'as même pas besoin d'attendre pour voir cette distinction-là, mais le fait de le laisser reposer, surtout que il y a des botaniques en fait qu'on ne voudrait pas nécessairement qu'ils ressortent, que lorsqu'il vient juste d'être distillé et de passer à la salicorne, ça ressort beaucoup. Là. Donc, il va s'atténuer, il va vraiment se balancer à travers le temps. Puis, c'est pas nécessairement pour la salicorne autant que pour tout ce qu'on a mis en macération puis en infusion. Okay. C'est quoi, 3 semaines à peu près que vous laissez reposer? Oui, c'est pas plus. Hein. C'est 3 semaines minimum, oui. Okay. Mais j'ai vous voir, j'espère tomber une journée de gin puis pouvoir goûter le avant-après salicorne, juste pour voir le pendant. Là. On fait un test, c'est ça, c'est vraiment cool. Cool. Ça, c'est assez unique. Là. Vous êtes un des seuls le premier en tout cas que j'entends qui fait ça. Parce que je ne savais même pas c'était quoi de la salicorne comme tu l'as dit tantôt. Là. Non, on est les premiers. On n'est pas les premiers, excuse-moi. La distillerie Saint-Laurent utilise une autre type d'algue. Qui n'est pas partie de la même. Je ne sais pas s'ils l'utilisent de la même manière, j'ai aucune idée. Je n'oserais pas dire qu'on est la première, mais on est certainement une des seules. Là. C'est ça. C'est pas pour tous les goûts non plus des gins qui ont un petit côté salin. Puis, voilà. Là, ceux qui sont à radio, vous ne le voyez pas, mais Charles, il y a un chandail de Drave. Ça a été leur prêt à boire de cet été que vous avez retiré, que l'année prochaine, vous allez arriver avec une version V2 ou un tout autre prêt à boire. Tu veux nous parler de ce qui s'en vient l'été prochain? Oui, en fait, Drave c'est également une brasserie. Fait que Drave a des bières à la base qui sont sur le marché depuis environ 2 ans et demi. Ce qu'on voulait, c'est surtout tester le marché. Ces bières-là étaient produites, ils sont encore chez Hochelag. Le but, éventuellement, c'est de rapatrier la production in-house. Puis, de cette marque-là, l'année dernière, on a essayé de produire un nouveau type de produit qui était un prêt à boire.
On aime mieux dire un cocktail, là, parce que la manière qu'on notre approche, du moins, pour ce type de produit-là, c'est vraiment de dire comment faire en sorte que les gens puissent avoir un produit qui aurait normalement en restaurant, mais dans une canette, qu'ils pourraient boire au parc. Fait que l'approche est vraiment plus au niveau d'un cocktail, et on voulait avoir la qualité ou l'expérience que tu aurais pu vivre avec un cocktail dans un restaurant. OK? Ouais. Mais c'est un peu fou, là, parce que le marché n'est pas vraiment là encore. Mais c'est ça qu'on voulait faire. Okay? Puis on a sorti le premier produit qui était un Drave vodka coco, qui était fait à partir de la vodka Menot, qui était fait avec du lait de coco, avec du bitter au chocolat, du jus de lime fraîchement pressé. Puis ce produit-là, autant qu'il était délicieux, autant que sa texture était un peu moins intéressante pour les gens. Parce que, bon, je te l'ai expliqué un peu en one-on-one, mais en réalité, le lait de coco a tendance à reprendre sa structure initiale, qui vient de l'agglomération, donc il a tendance à s'agglomérer même dans la canette. Fait que même s'il a l'air, même s'il est encore bon, ben il n'a pas l'air bon. Puis ça, c'est. En tout cas, ça pour dire, OK, là, que l'année prochaine, on sort d'autres produits. Ça va déjà commencer en janvier, en fait, avec un produit qui est sans alcool. Donc, c'est un Drave Long Island Iced Tea, qui est super cool. Puis on sort également à l'été un Tom Collins revisité, où on va travailler avec le. On veut garder la même mentalité comme si c'était un cocktail complexifié. Plus complexe, un cocktail en canette complexe. Puis cette fois-ci, on travaille avec le poivre des dunes, qui est une matière qu'on a découvert récemment, là, qui donne des goûts vraiment fleuraux, fruités, un peu d'agrumes. C'est super intéressant. Qu'on va ajouter avec du gin et jus de citron. Malade. On travaille également sur un autre spiritueux qui va sortir plus à la fin de l'été. En fait, on a engagé depuis la fin de l'été, si je ne me trompe pas, Arnaud, qui travaille spécifiquement, c'est vraiment son projet spécial, il travaille sur un autre type de produit qui est juste incroyable aussi. Mais ça, je ne peux pas t'en parler. Fait que c'est juste plus un tease. Désolé. Puis, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et tranquillement, mettons, je ne sais pas, moi, cognac ou Calvados, au début, il devait y avoir 10 000 produits, puis tranquillement, mais ça s'est raffiné vers, dans le coin ici, c'est la meilleure affaire qu'on peut sortir, c'est ça, mais on va se fier là-dessus, puis c'est ça qu'on va vendre partout dans le monde. Là. Fait que, c'est sûr que tranquillement, mais ça va égrener un petit peu, il y a des produits qui vont disparaître, puis les meilleurs vont rester. Là. Totalement d'accord avec toi. J'espère qu'un jour, les gens ils soient intéressés encore plus à pas nécessairement juste le gin. T'sais. Il y a aussi une transition vers d'autres spiritueux. Ça, je leur explique à tout le monde qui capote qu'il y a ben trop de gin. Mais oui, mais tout le monde qui veut se lancer dans le whisky, tout le monde qui veut se lancer dans le rhum, dans n'importe quoi, s'ils veulent faire une scène dans les premières années, ben, ils n'ont pas le choix de faire vodka, mais ça, il n'y a pas tant de marché. Ils font du gin. Ouais. Non, mais le marché, c'est ça en fait, c'est que les consommateurs veulent du gin. Fait que tant que les consommateurs vont vouloir ça, ben, ils vont en avoir de plus en plus. Oui. Ouais, c'est ça. Puis il y en a qu'on ne reverra plus, puis il y en a qui vont être juste en petite batch chez le producteur parce que le gars, il l'aimait, mais que, mettons, la SEQ, il n'en vendait pas assez, fait qu'il continue d'en faire, puis on va aller l'acheter chez eux. Puis le reste, mais les gros vont rester là, les meilleurs. Exactement. Ça va être la fun à voir dans les prochaines années. Oui. Puis ton whisky, c'est ça, là, tu prends ton sec sur le l'eau coudre, mais... Ouais. De mon orge, excuse-moi. Oui. On fait entièrement orge. OK. 100% orge. Puis là, tu vas en faire du tourbé puis du pas tourbé. Là, à date, il n'est pas tourbé partout, là. En ce moment, il n'est pas tourbé en tout. Puis le but, c'est peut-être plus de travailler en assemblage. OK. Avant l'embouteillage. On regarde justement en ce moment si on veut travailler plus en assemblage, donc faire des whiskies plus tourbés, puis les travailler davantage justement quand on fait le mélange. Ou bien de juste intégrer une petite partie qui est de malt qui serait déjà tourbée dans notre mash quand on le brasse. Là. À voir, c'est pas encore déterminé ça. Puis, mettons que là, tu veux sortir un 7 ans, puis que ça prend 1 an ou quelque chose avant que tu tourbes, mais il faudrait que toutes tes barils aient au moins 7 ans pour pouvoir l'appeler un 7 ans. Ça va être assez rapide. On est encore, mais tu sais, notre premier whisky, là, il y a 2 mois. Là. C'est ça, là, t'es encore. On est encore dans les temps. On est encore dans les temps. Mais tu sais, je ne te cacherai pas que ça va vite. Tout ce temps avec la tourbière puis le whisky, ça avance super vite. Fait que ça ne m'étonnerait pas que d'ici l'année prochaine, on ait déjà
L'année prochaine, c'est dans même pas c'est dans quelques semaines. Fait que d'ici quelques mois, on a déjà notre première part de malt tourbé. OK. C'est cool, ça. Mais c'est compliqué. On regardait beaucoup ce que la distillerie... on dit c'est quoi leur nom? Eux qui ont leur... Côte-des-Saints. Côte-des-Saints, voilà. Ils ont fait... on ne veut pas trop s'enligner vers ça, là, vraiment pas, là, mais ça a tellement l'air complexe. Là, ça a fait avoir une malterie. C'est limite plus complexe que d'avoir une brasserie. Oui, c'est les paramètres. Puis la semaine passée, je parlais avec le Grand Dérangement, justement, puis ils ont essayé de s'en faire de l'orge. Puis, il expliquait, là, c'est une question, pas d'heure, là, mais une journée, la récolte, c'est là qu'il faut que ça fasse. Puis s'il pleut cette journée-là, tu viens de perdre ton champ, c'est fini, on n'en parle plus, là. Fait que, c'est juste la récolte, c'est déjà touché. Puis si après ça, tous les autres paramètres rentrent en ligne de compte pour le maltage, c'est... Mais c'est ça, c'est une constance. Puis notre but éventuellement, c'est d'utiliser l'orge même pour faire notre bière, l'orge sur les d'eau coude. Puis la bière, c'est encore plus exigeant que la distillerie, parce que dans la distillerie, pas que tu t'en fous un peu de ton résultat. T'en perds des bouts, ouais. Surtout quand tu montes à 95. C'est ça, exact. Fait que, c'est moins dramatique. Là. Mais quand on utilise en brasserie, les paramètres sont tellement encore plus de diminuer ta marge de manœuvre. Fait que, si tu parles de, mettons, récolter trop tard ou récolter trop tôt, là, on le vit à chaque jour. T'sais. Mais c'est un peu la beauté de la chose. Puis on n'en parle pas, mais comme travailler avec l'artisan, c'est développer aussi la manière que lui récolte. Fait que, le meilleur exemple, c'est la Camerise. Ben, il a fallu parler avec le maraîcher pour être sûr que la manière qu'il récolte soit correcte. Puis, lui dire qu'est-ce que nous, on voulait comme matière. Ouais. C'est difficile de travailler local. Les gens ont l'impression que travailler local, c'est facile puis que c'est juste une manière comme de marketing. Là. C'est super difficile de travailler local parce que c'est pas tout le monde qui est prêt pour ce que toi, tu as besoin. Là. C'est ça, toi, tu as une idée en tête, puis s'il faut que ça soit local, mais tu n'as pas le choix de trouver le gars qui va te le faire comme tu veux. Ben oui, exact. Sinon, il y a d'autres façons que tu vois ce qu'il y a de disponible et tu essaies de travailler avec, mais ça ne va pas nécessairement révolutionner le monde. Là. Exact. Tu as tout compris. Fait, là, pour l'instant, est-ce qu'on peut aller vous visiter? On peut aller acheter sur place ou c'est... Okay, on est ouvert 5 jours sur 5, de midi à 5 heures. Puis les gens peuvent venir sur place pour acheter, pour emporter, mais tant qu'il va y avoir des mesures en lien avec la COVID, les gens ne pourront pas consommer sur place ou bien déguster les produits sur place. Fait que c'est des mesures qu'on a adoptées, mais oui, c'est possible de venir, là, puis même c'est très encouragé de venir nous voir. Okay, parfait. Avez-vous des... Parce que tout ce qui est bière puis alcool, vous ne pouvez pas le vendre en ligne, il faut absolument passer chez vous. Pour les bières, avez-vous d'autres points de vente? Je ne sais pas, je sais qu'il y a plusieurs boutiques spécialisées. Est-ce que vous en vendez partout au Québec? Dans la majorité des détaillants spécialisés en bière du Québec, j'ai mal dit, là, mais c'est des BSQ, là, détaillants de bière spécialisés du Québec. Ils vont trouver nos bières. Donc, depuis mai, on a peut-être développé entre 7 et 10 bières, en passant des bières sûres jusqu'à des bières vie en fût de Bourbon. Là. Fait que c'est très vague, c'est très large. Puis, non, c'est disponible partout au Québec. Il faut juste savoir comme, où aller. On a une carte sur notre site web, menno.ca/bière/ #carte. Ça peut être difficile à dire, mais parce que sur notre site web, sur la page des bières, on a accès à une carte interactive. Puis, on peut voir les détaillants là-dessus. Excellent. SEQ.com pour vos spiritueux. Puis après ça, c'est sûr que vous allez pouvoir trouver une succursale qui l'approche dessus, mais comme je dis tout le temps, c'est disponible souvent en ligne avant d'être en succursale. Là. Fait que profitez-en pour faire vos achats. Entièrement, oui. Puis ça va être sensiblement la même chose pour les nouvelles liqueurs. Là. Okay. Puis ça, on s'attend à peu près fin janvier, début février à peu près. Oui, exact. Probablement que l'envoi des bouteilles des 2 liqueurs vont se faire, c'est pas la première semaine de janvier, ça va être la deuxième. Fait que pour la Saint-Valentin, on va pouvoir offrir des beaux cadeaux. Ça va être super. Yes. C'est en quantité quand même limitée. Là, on parle de... Le premier arrivage de bouteilles de liqueur va être environ 1500 bouteilles.
à travers le Québec, là, ce qui est pas grand-chose pour être franc. Là. Fait que, à voir. Fait que faut être alerte puis le pogner, mais que ça sorte. Voilà. Fait que tu en as parlé, c'est ton site web, puis le Facebook, c'est la meilleure façon de vous suivre. Ah ouais, Facebook puis Instagram, c'est le best way. Là. Vraiment. Okay. Pour savoir ce qui arrive comme produit. Là. Ouais. Puis on commence à être plus actifs. Là. On n'était pas tant actifs. Ça, c'est ta job à toi, ça. Ouais, mais on dirait que tu manques tellement de choses à faire, tu manques de temps. Un gros merci, Charles, de ton temps. C'est vraiment cool. Puis j'ai hâte d'aller vous voir. Là. Charlevoix, c'est tellement un beau coin en plus là, qu'on va en profiter. Ça va nous faire plaisir de te recevoir, Pat, quand tu veux. Cool. Merci beaucoup. Merci à toi, là.